Le verset va nous dire Ele aberit asher siva Hashem lichrot el bnei Israël be'eretz Moav milvad abrit asher karat itam bechorev. C'est-à-dire, voici le pacte, voici l'alliance que Dieu donc a établie avec le peuple juif en dehors du pacte de l'alliance, donc du brit, qu'il avait déjà établi au moment de Matan Torah. Donc en réalité, le verset ici dans notre parashat déclare explicitement une nouvelle alliance au-delà de la première alliance du brit, donc du mont Sinaï. Et la question est tout simplement pourquoi une nouvelle alliance? Et les sages nous expliquent parce qu'il y a un nouveau fondement à ce moment-là, donc avant l'entrée en Eretz Israël, dans les plaines de Moab, il y a une alliance qui va exprimer la notion de harvout, de solidarité. Et la question que j'aimerais poser, c'est que cette idée de solidarité pourtant existait apparemment déjà au temps de Matan Torah, puisque le verset nous dit lors de Matan Torah, Keish echad belav echad. Le peuple juif était donc comme un seul homme, comme un seul bloc. Cela veut bien dire qu'il y avait une hardoute incroyable, une union exceptionnelle. Donc, quoi de plus au moment de Harvot Moav pour parler d'une nouvelle solidarité? Donc, la question en réalité est quelle serait la différence entre la hardoute et la harvout, entre l'union totale et exemplaire qu'il y avait au moment de Matan Torah et la notion de solidarité, de harvout, de responsabilité, si on peut dire, qui va naître à l'entrée d'Eretz Israël. On peut remarquer que dans notre parasha où on nous parle des klalot, donc des brachot, des klalot, des bénédictions et des malédictions, il y a une différence fondamentale entre les berachot et les klalot de la paracha de Bechukotai. Celles de Bechukotai d'ailleurs sont l'expression de la première alliance, et celles de notre paracha sont l'expression de la deuxième alliance, celle qui va précéder l'entrée en Eretz Israël. Il y a une différence que font remarquer les commentateurs, comme le Ramban et d'autres. Tout simplement, dans Bechukotai, tout est Belashon Rabim au pluriel. Donc on s'exprime au pluriel, alors que dans notre paracha, dans la paracha de Kitavo, toutes les klalot, les malédictions sont exprimées au singulier. Si dans la paracha de Bechukotai, elles proviennent du discours de Dieu lui-même, dans notre paracha, c'est plutôt Moshe Rabbeinu qui sera l'auteur de ces klalot. Et donc quel est le sens de cette distinction? Quelle différence entre le singulier et le pluriel? En réalité, il y a une idée très profonde qui se cache ici. Du temps de Matan Torah, on ne peut pas parler d'individu, il n'y a pas d'individualité. C'est pour ça que tout est Belashon Rabim, car on ne peut parler que de peuple. Il y a évidemment de la hardoute, il y a du collectif, mais il n'y a absolument pas d'individualité. La notion de yachid, d'individu, va naître à l'entrée d'Eretz Israël. C'est-à-dire que lorsqu'ils étaient dans le désert, au mont Sinaï, autour du mont Sinaï, eh bien qu'ils avaient chacun son Ohel, sa tente, ils n'étaient pas véritablement dans une dimension individuelle, c'est-à-dire qu'ils étaient tous ensemble, ils gravitaient autour du Mishkan, autour du Matan Torah, etc., tout au long du désert. Ils n'avaient pas de subjectivité, ils n'étaient pas véritablement eux-mêmes, c'était un bloc. On parle dans la paracha de Bechukotai de Ham, Atem Tioli les Ham, vous serez donc un peuple. Contrairement à cela, comme le fait remarquer Rav Hirsch et d'autres, l'entrée en Eretz Israël, c'est à partir de ce moment-là où va naître le yachid, l'individu. Chacun va construire sa maison, chacun va créer un espace, chacun va créer un domaine intérieur, et à partir de ce moment-là pourra naître véritablement la notion d'individu. Un autre élément qu'on pourrait remarquer dans la paracha, c'est que les 11 harurim que nous connaissons, Harur, Maké, Rehoub, etc., lorsque nous prêtons attention à ce texte, on peut remarquer que la Torah met en exergue la notion de seter, de secret, de tout ce qui est caché. Et le Rav Shimshon Raphaël Hirsch fait remarquer que cette idée-là de cachette, de secret, n'existait pas auparavant. C'est-à-dire que du temps du Mishkan, du temps du désert, on ne pouvait pas parler de secret, puisque, comme on disait avant, les Bnei Israël étaient les uns avec les autres, il n'y avait pas véritablement d'individualité. Ils faisaient les mitzvot, ils croyaient en Dieu, etc., mais en tant que collectif. Ce n'était pas eux-mêmes, ils ne pouvaient pas véritablement être eux-mêmes. D'où l'importance de l'entrée en Eretz Israël, parce qu'il va falloir faire passer cette dimension de collectif dans une dimension d'individu, de yachid, de particulier, où maintenant nous allons incarner de manière totalement privée, personnelle, toutes ces valeurs-là. Et c'est pour cela qu'il y a justement cette dimension de cachet. Par exemple, le premier Harur, donc c'est le fameux Harur Maké, Rehoub et Seter, celui qui frappe son prochain en cachette, en secret. Ou alors nous avons par exemple Masik Vul Rehoub, maudit est celui qui empiète le territoire de son prochain. Ce sont des choses qui ne sont pas visibles à l'œil nu. Ou alors, un des Harur, c'est celui qui égare l'aveugle en chemin. Donc encore une fois, on ne parle pas juste qui va frapper quelqu'un d'autre, mais qui égare l'aveugle ne va rien remarquer. Ou même le fameux Harur qui nous dit Harur, celui qui fait une image sculptée et qui l'érige en lien caché. Donc tout est dans une dimension cachée, parce que dans la paracha de Kitavo, l'entrée en Eretz Israël, on va développer l'intériorité. Et pour être soi-même, eh bien, il faut cette dimension de cachet. Pour prendre un exemple, si on veut savoir si on fait véritablement la tefila, c'est pas lorsque nous sommes à la synagogue où tout le monde nous voit, mais c'est surtout là où personne nous voit. Comment on fait le Birkat Hamazon à la maison, comment on se comporte chez nous à la maison. À partir de cela, on va comprendre l'idée extraordinaire qui se cache dans la notion de harvout, de solidarité, qui n'existe pas dans la notion de hardout.
Car l'Ardout, c'est l'union, on est tous ensemble, on se réunit, etc., on fait la fête, tout ça c'est très bien, comme un matin de Torah, tout le peuple était présent, c'est magnifique, c'est l'Ardout. Mais l'Ardout, c'est quelque chose de bien plus élevé, qu'on pourra avoir accès seulement en entrant en Eretz Israël. C'est cette capacité de s'unir à l'autre, même lorsque chacun est chez soi. Même lorsque je suis à la maison, être connecté avec mon prochain, ça c'est la notion de solidarité, de responsabilité envers l'autre, ce qui n'existe pas dans l'Ardout. C'est-à-dire être capable d'unir le peuple, même lorsqu'il se fractionne, même lorsque chacun a développé son identité, même lorsqu'il a des contradictions, même lorsque chacun a sa personnalité, sa subjectivité, être capable de créer l'union. D'ailleurs, aujourd'hui en Israël, on peut remarquer qu'il y a énormément de courants, énormément de mouvements, toutes sortes de tendances, et naturellement, cela entraîne des frictions, des désaccords. Mais en réalité, il faut comprendre que ces frictions-là, ces désaccords, proviennent de quelque chose de très profond qui nous réunit. Un petit peu comme des enfants d'ailleurs qui se disputent dans une même maison. Le fait de se disputer, certaines fois, ça révèle justement du fait qu'on se sent un petit peu trop à la maison. C'est-à-dire que lorsqu'on était en diaspora, en Galoute, il y avait moins de désaccords, de frictions, parce qu'il n'y avait rien véritablement qui nous réunissait, on ne se sentait pas véritablement chez nous. En Eretz Israël, on pourrait peut-être dire que s'il y a des disputes, des désaccords, des frictions, c'est quelque part parce qu'on se sent chez nous, on se sent bien. À partir du moment où on se sent bien, alors ça peut créer ces choses-là. C'est-à-dire que les frictions, ils proviennent justement d'une idée profonde qui est censée nous réunir, d'une énergie qui est là pour nous réunir, et c'est ça qui va créer cette interaction, cette tension qu'il y a entre les uns et les autres. Mais en réalité, toutes ces tendances, tous ces mouvements, etc., il y a quelque chose de positif, car tout cela découle des 12 Shvatim, des 12 tribus. Il faut bien se rappeler que le peuple juif est issu de ces 12 tribus, et donc il faut qu'il y ait plusieurs tendances. Et il faut que chacun, en premier temps, développe son identité. Et c'est un petit peu ça qui s'est passé, je pense, depuis la création de l'État, où il y a eu tellement de mouvements qui vont se développer, qui vont se séparer les uns des autres. Donc que ce soit les Haredim, les sionistes religieux, ou les Chabad, les Breslev, tous les mouvements, chacun a mis l'accent sur une valeur essentielle, que ce soit la Torah, le nationalisme, la rédemption, le Mashiach, la joie, etc. Et chaque valeur est une valeur incroyable, et chacun donc a mis l'accent sur son identité, et en premier temps c'est quelque chose de nécessaire, on a besoin d'établir notre territoire, notre identité profonde pour véritablement la transmettre, la véhiculer. Et simplement ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout ça c'est en premier plan. Mais à la fin, au bout du compte, l'idée c'est de finalement se réunir, comprendre que Kulanu Bnei Ishecha Nachnu, que toutes ces tendances en fait c'est des facettes d'une même vérité. Et donc Igia Azman est arrivé le jour aujourd'hui où on a justement ce confort-là, cette confiance en soi, où on va pouvoir aller au-delà, pouvoir se réunir malgré les différences. Donc en fait, on pourrait dire que toutes ces disputes qu'on voit aujourd'hui, malheureusement, on pourrait peut-être les voir comme des occasions de découvrir l'autre et de créer une union encore plus forte, car comme nous savons, Ardout et no Achidout, l'union, ce n'est pas l'uniformité, mais bien au contraire, l'union n'existe qu'à travers la diversité, à travers le pluralisme. Donc, Bezrat Hashem, qu'on puisse petit à petit se réunir et réunir toutes les magnifiques valeurs de notre peuple jusqu'à la Géoula Shlema, Chazak Ubaruch, Shabbat Shalom.